Bienvenue au théâtre de la Comédie Odéon. Nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Nous remontons à l'ère de la correspondance et du courrier. Vos appareils électroniques seraient anachroniques. L'histoire que je vais vous raconter est celle de Karl Marx, de sa femme Jenny, de leur meilleur ami Friedrich Engels et de la mystérieuse Hélène de Muth, dite Lenchen, qui vécut avec eux. Normalement, ce spectacle aurait dû durer 40 ans. Pour que vous ayez vraiment la totalité de leur histoire de 1843 à 1883. Mais on ne m'a pas laissé la scène, ni la chaîne. Je vais donc vous faire en 1 heure la vie de Karl Marx. Ce que j'ai appris en écrivant cette histoire et en allant jouer dans les usines, c'est le secret du bonheur. Et il est caché dans ce spectacle. C'est l'histoire d'un amour, celui de Marx et de sa femme Jenny, celui de Marx et de la bonne Hélène de Muth. C'est l'histoire d'amitié de Marx et Engels, l'histoire d'amitié de Jenny et de la bonne Hélène de Muth. C'est l'histoire d'un bébé, le fils de Karl Marx et de la bonne Hélène de Muth. Grâce à cet enfant, Engels est devenu le père du fils de Karl Marx. Marx et Jenny, c'est mieux que Secret Story, hein. Hélène de Muth, elle aurait cartonné dans la maison des secrets. C'est quoi votre secret ? Je suis la mère du fils caché de Karl Marx. Génial! Entrez. Engels. Je suis le père du fils de Karl Marx. Tellement 2014, venez. Jenny. Je suis la femme du père du fils d'Hélène de Muth. Ok, personne ne trouvera jamais. Il y a peut-être que Karl Marx qui n'aurait pas gagné. C'est quoi votre secret? Je suis Karl Marx. On l'aurait reconnu tout de suite, avec la barbe. Au début, je voulais écrire Karl Marx, conte de fées. Il était une fois, dans le royaume de Prusse, vers l'Allemagne, l'homme le plus laid que le soleil ait jamais éclairé, Karl Marx, surnommé le mort à cause de son teint sombre, et Jenny von Westphalen, une aristocrate, la plus belle fille de Trèves. Après 7 longues années de fiançailles et malgré l'opposition de leur famille, Marx et Jenny se marient. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, mais ceux-ci moururent à cause de la misère. Marx en conte de fées, ça marche pas. J'ai donc décidé de vous faire un One Marx Show. En One Marx Show, Marx, ça marche. Enfin, j'espère. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, oubliez tout ce que vous avez toujours cru savoir sur Karl Marx. Bienvenue au premier One Marx Show. Mon histoire, leur histoire, commence en 1836 à Trèves. À cette époque, comme tous les jeunes étudiants, Karl Marx ne sait pas encore s'il veut être poète, philosophe ou critique théâtral. Il fait ses études loin de Jenny à Berlin et lui envoie des livres entiers de poèmes. Jenny spottelte wirst du wohl mich fragen, was mein Lied sich an Jenny nennt, dadurch alle Pulse dir noch schlagen, alle meine Lieder dir noch klagen, alle dir an ihrem Busen tragen. En allemand, c'est joli. Son père, Heinrich Marx, aurait voulu qu'il devienne avocat. Il trouve ses poèmes mauvais. Il a peur pour Jenny. Il a peur que cette si belle jeune fille passe sa vie entière avec un intellectuel négligé à ses côtés. Il a peur que son fils Karl ne soit pas doué pour un bonheur vraiment humain, familial. Tu m'étonnes. Heureusement, le père de Marx meurt. Il ne verra pas toute cette histoire. Marx et Jenny se fiancent secrètement. Ils passent même des nuits ensemble. Jenny est folle de son Karl. De Jenny von Westphalen à Karl Marx, étudiant. Mon sanglier sauvage. C'est comme ça qu'elle l'appelle. Mon sanglier sauvage, je me réjouis que tu sois heureux, que ma lettre t'ait égayé, que tu te languisses de moi, que tu loges dans des chambres aux murs tapissés, que tu aies bu du champagne à Cologne, qu'il y ait des clubs Hegel et bref. Que tu sois à moi, avec moi, tout à moi, mon amour adoré, mon sanglier sauvage. Mais Karl, ce qui me rend triste, c'est que ce qui comblerait de délices une autre fille, ton amour passionné, beau, touchant, les belles choses que tu m'écris, tout ça me rend anxieuse et me conduit souvent au désespoir. Tu vois, Karl, plus je m'approche du bonheur, plus cela m'effraie d'imaginer si ton amour cessait et si tu devenais froid et distant. Tu vois, Karl, la question de la constance de ton amour me prive de toute jouissance. Je ne peux pas m'en réjouir parce que je n'en suis pas assurée. Si je pouvais reposer à tout jamais dans ton cœur, Karl, ma tête ne brûlerait pas, mon cœur ne saignerait pas. Donc, chérie,
Depuis ta dernière lettre, une pensée m'a torturée. La peur que par amour pour moi, tu te retrouves impliqué dans un duel. Jour et nuit, je te voyais blessé, saignant et malade. Et Karl, pour te dire la vérité, je n'étais pas malheureuse à cette pensée. Parce que j'imaginais que tu avais perdu ta main droite. Et j'étais dans un état de ravissement, de félicité. J'imaginais que dans ce cas, je pourrais vraiment te devenir tout à fait indispensable. Et alors tu me garderais toujours avec toi et tu m'aimerais toujours. Et comme ça, je pourrais écrire toutes tes chères, tes paradisiaques idées et t'être vraiment utile. Tu vois, mon chéri, je m'imagine toujours des choses et alors je suis heureuse, car je suis à toi, avec toi, tout à toi, mon amour adoré, mon sanglier sauvage. C'est certain, n'est-ce pas, que je peux t'épouser? Talita, Talita, écris-moi bientôt. À cette époque, après son doctorat en philosophie, Karl Marx devient journaliste. Il obtient son premier et dernier travail salarié. Il devient rédacteur, puis rédacteur en chef de la Rheinische Zeitung, la chronique rhénane. C'est un poste chic pour un jeune homme. Mais le journal de Karl est interdit. Dans son journal, Karl Marx a écrit un article sur les vols de bois. Jusqu'à l'époque féodale, les pauvres avaient le droit de ramasser le bois mort. Mais les propriétaires terriens veulent revenir sur cette tolérance. Ils disent le bois mort, il est à nous, il est à nous. Les pauvres, ils les ont peut-être coupés. Nos arbres, c'est ma brindille. Il faut punir un petit vol comme un grand vol. Karl Marx leur répond « Si vous punissez le ramassage de bois par les pauvres comme un vol, vous n'avez qu'à punir une claque comme un meurtre. » Le journal de Karl est interdit. De Karl Marx à son éditeur, cher Ruge, c'est le nom de l'éditeur. Sans doute savez-vous que la Rheinische Zeitung a été interdite, suspendue, qu'elle a reçu son avis de décès. On donne pour prétexte le fait inventé que nous n'aurions aucune autorisation, comme si, en Allemagne, où les chiens eux-mêmes ne peuvent pas vivre sans leur plaque de police, la Rheinische Zeitung avait pu paraître fût-ce un jour sans les formalités officielles. Rien de tout cela ne m'a surpris. Je vois dans la suppression de la Rheinische Zeitung un progrès de la conscience politique et m'y résigne donc. Au surplus, je trouvais que l'atmosphère commençait à devenir étouffante. Il est mauvais d'assurer des tâches serviles, fût-ce pour la liberté, et de se battre à coups d'épingle et non à coups de massue. Le gouvernement m'a rendu ma liberté, je quitte donc l'Allemagne. Comme je vous l'ai déjà écrit, je me suis brouillée avec ma famille. Et du vivant de ma mère, je n'aurai aucun droit sur ce qui me revient. En outre, je suis fiancée. Je ne peux, je ne veux ni ne dois quitter l'Allemagne sans ma fiancée. Je peux vous assurer sans aucun romantisme que je suis amoureux de la tête aux pieds et le plus sérieusement du monde. Il y a plus de 7 ans que je suis fiancée. Et ma fiancée a dû livrer pour moi les plus durs combats au point d'y risquer presque sa santé. Je travaille à plusieurs choses qui ne seraient trouvées ici en Allemagne, ni censeur, ni éditeur, ni en un mot, possibilité d'exister. Je ne peux plus rien entreprendre en Allemagne ici. On se falsifie soi-même. Votre Karl Marx. Notre mariage a eu lieu le 19 juin 1843 à Kreuznach. Mon chéri, j'ai vu ce matin chez le marchand beaucoup de nouvelles dentelles. Je te prierai, mon cœur adoré, de me laisser acheter cet article. Je préférerais qu'à présent tu n'achètes plus rien et que tu économises ton argent pour le voyage. Si tu persistes dans l'idée d'acheter les fleurs, prends-les en rose. C'est ce qui ira le mieux avec ma robe verte. Mais je préférerais que tu laisses tomber cette affaire. Il vaut mieux que tu le fasses quand tu seras mon petit mari devant Dieu et la loi. J'en viens à toi maintenant, mon cœur. T'es-tu bien tenu sur le bateau? Y avait-il une dame à bord? Méchant polisson, je te ferai passer cette habitude. Toujours sur des bateaux à vapeur. Je ferai frapper d'interdit dans notre contrat de mariage de semblables équipés. Je créerai un second code matrimonial de type pénal semblable au code civil. Je t'aurai. Notre mariage a eu lieu le 19 juin 1843. Karl et moi, nous nous sommes installés à Paris, en octobre. Nous vivions 38 rue Vaneau, Faubourg Saint-Germain. Avec d'autres réfugiés allemands, il y avait beaucoup de potins et de disputes pour pas grand-chose. À Paris, Karl a édité un nouveau journal avec Ruge, les Annales franco-allemandes. Nous pouvons résumer en un mot la tendance de notre journal. Il s'agit de se confesser. Karl veut rendre l'humanité consciente d'elle-même. L'entreprise s'arrêta après le tout premier numéro. Le 1er mai 1844, notre première fille, Jenny Chen, est née. Mais 6 semaines plus tard, j'ai pris la malle-poste pour Trèves où vivait ma mère, mon enfant malade dans les bras. Nous n'étions pas très doués avec les enfants. De Jenny Marx à Karl Marx. Un mot rapide, un bulletin de santé de notre petite. Nous n'avons pu la sauver qu'à grand-peine, mais maintenant elle est parfaitement hors de danger. À Paris, nous ne l'aurions certainement pas tiré d'affaire et ce voyage vaut déjà par là son pesant d'or. Tout le monde vient me voir. Du matin au soir, je reçois ma cour. Ce que ne fait pas le succès,
ou plutôt, dans notre cas, l'apparence du succès. Bien que tout en moi exprime plénitude et satisfaction, tous espèrent que tu vas te décider à prendre un poste stable. Ô Anne que vous êtes, puissiez-vous seulement être stable, vous aussi. Je sais que nous ne sommes pas précisément sur des rochers, mais où y a-t-il à présent un sol stable sous nos pieds? Les premiers symptômes du tremblement de terre et de la sable du sol sur lequel la société a établi ses temples et ses boutiques ne se manifestent-ils pas partout? Tu m'apporteras, n'est-ce pas, des apaisements là-dessus, toi qui, mon doux ange adoré, tous parlent beaucoup trop de revenus fixes. Et ma réponse alors, ce sont seulement mes joues rouges, ma mantille de velours, mon chapeau à plumes et ma toilette de grisette. Je rentrerai avant l'hiver. Pendant que Jenny est en Allemagne, à Paris, Karl Marx a sa première visite de Friedrich Engels. Engels a 24 ans. C'est un jeune bourgeois chic, bien habillé, fils d'un fabricant de coton. Son père a 2 entreprises, une à Barmen, en Allemagne, et l'autre à Manchester, en Angleterre. Une multinationale. Oui, monsieur. Mais Engels déteste sa classe, les bourgeois. Il voudrait ne faire qu'écrire, faire la révolution. À 24 ans, il a déjà publié un livre, La situation des classes laborieuses en Angleterre. C'est un véritable coup de foudre entre les deux hommes. Les débuts d'une collaboration et d'une amitié qui vont durer 40 ans. Qui durent toujours. Ils sont d'accord sur tout. Ils passent 10 jours ensemble, ils vont au café, au bordel. Ne le dites pas à Jenny. De retour en Allemagne, dans la première lettre de leur immense correspondance, Engels écrit à Marx « Travaillons ferme et imprimons vite. Depuis mon retour, je n'ai jamais été d'aussi bonne humeur, si plein de bonne volonté que pendant les 10 jours passés auprès de toi. » Dans sa deuxième lettre, c'est trop mignon. Là, on voit qu'ils n'ont que 24 ans. Engels a tellement peur de rater une lettre de Marx qu'il écrit « Afin que nos lettres ne soient pas interceptées, nous n'avons qu'à les numéroter. » Cette lettre porte donc le numéro 2. Indique jusqu'à quel numéro tu les as reçues et s'il en manque une dans la série. Heureusement, ils ne vont pas tenir. Parce qu'il va y avoir un paquet de lettres. À Paris, Karl Marx écrit « Il étudie l'économie. » Tout est déjà là dans ses manuscrits de 1844. Il écrit que le capital est du travail accumulé, que le salaire est le résultat de la lutte entre le travailleur et le capitaliste. C'est toujours le capitaliste qui gagne. Pourquoi? Parce que le capitaliste peut se passer du travailleur plus longtemps que le travailleur peut se passer du capitaliste. Il invente la théorie de l'aliénation. L'aliénation, c'est très simple. C'est quand le travailleur se fait racheter par la marchandise qu'il a fabriquée lui-même. Plus il fabrique de richesses, plus il s'appauvrit. Et le capitaliste emporte alors la marchandise loin de lui pour la vendre. Le pauvre travailleur se retrouve tout seul, sans sa marchandise, obligé de se vendre à nouveau le lendemain. C'est ça, l'aliénation. Bon, il le dit mieux. En 1844, Marx et Jenny se font expulser de Paris. Dans son journal, Karl Marx a critiqué le gouvernement prussien. Le gouvernement prussien demande donc au gouvernement français, toujours coopératif, d'expulser Karl Marx. Un agent de police vient les voir. Karl Marx doit quitter Paris dans les 24 heures. À Jenny, ils ont laissé un délai plus long, qu'elle a mis à profit pour vendre ses meubles et certains de ses draps. Elle en obtint atrocement peu, mais elle avait besoin d'argent pour le voyage. Un signalement est immédiatement envoyé aux frontières. Marx Karl, 5 pieds 2 pouces, cheveux et sourcils noirs, front droit, visage ovale, teint clair, nez camus, bouche moyenne, menton rond. Vous pouvez pas le rater. Engels lance immédiatement une souscription pour partager entre eux, en communiste, les frais exceptionnels de l'expulsion. Il lui donne même les droits d'auteur de son premier livre sur l'Angleterre. Engels vient de mettre le doigt dans l'engrenage. Essayons de sauver la famille Marx. Malade et par un froid mordant, le 3 février, Jenny retrouve Karl à Bruxelles. C'est à ce moment-là que la mère de Jenny, Madame von Westphalen, voyant que sa fille est encore enceinte, qu'elle ne s'en sort pas avec les enfants, qu'elle préfère discuter toute la nuit avec son mec dans les cafés, chanter du Wagner aux ouvriers, a l'idée de lui envoyer sa bonne de famille, la jeune Hélène de Muth, qu'ils ont immédiatement surnommée Lenchen. Hélène de Muth est une blonde allemande de 20 ans, 7 ans de moins que Jenny, sexy, jolie, bonne ménagère et qui sait bien négocier avec les bouchers, boulangers, commerçants et autres forces hostiles, comme ils les appellent, qui demandent toujours à être payées. À Bruxelles, Jenny va avoir 2 nouveaux enfants, Laura et Edgar. Engels, entre Paris où il fréquente notre extrême gauche française,
Un sortilège les accable, l'idéologie. Et l'Allemagne où il travaille, Engels s'ennuie de Karl. Il faut absolument que tu quittes cette ville assommante de Bruxelles. J'ai très grand désir de vider quelques bonnes bouteilles avec toi. Si je disposais de 5000 francs de rente, je ne ferais qu'écrire et m'amuser avec les femmes jusqu'à ce que je sois lessivée. Si les Françaises n'existaient pas, la vie ne vaudrait pas d'être vécue. Il n'a pas tort. À cette époque, ils coécrivent 2 livres ensemble, La Sainte Famille et l'idéologie allemande. La Sainte Famille n'aura aucun succès, c'est long et incompréhensible, reconnaîtra Engels. Et l'idéologie allemande ne sortira jamais. Le manuscrit sera livré à la critique rongeuse des souris. Engels travaille comme un capitaliste dans la fabrique de coton de son père, mais il déteste. De Engels à Marx. Cher Marx, je mène ici à Barmen le genre de vie que le plus parfait Philistin peut désirer mener. Philistin, c'est leur insulte préférée. Ça veut dire bourgeois. Une vie calme et paisible, toute de piété et d'honorabilité, je suis sérieux comme un Allemand. Si ça continue, j'ai peur que le bon Dieu ferme les yeux sur mes écrits et me laisse monter au ciel. Je commence à avoir bonne réputation ici, ça me rend malade. À Pâques, je m'en vais. Je m'étais laissé fléchir par les mines affligées de mon vieux. J'étais prêt à tâter une nouvelle fois du commerce au magasin, mais j'en ai déjà pas eu par-dessus la tête avant même d'avoir commencé à travailler. Barman est trop affreux, le commerce est trop affreux, le gaspillage de temps est trop affreux. Et ce qui est particulièrement affreux, c'est d'être non seulement un bourgeois, mais un fabricant. Un bourgeois qui intervient activement contre le prolétariat. Quelques jours passés à la fabrique de mon paternel ont suffi pour me remettre devant les yeux cette horreur que j'avais quelque peu perdue de vue. On doit pouvoir, tout en étant communiste, être, quant à sa situation extérieure, un bourgeois et un négociant si toutefois on n'écrit pas. Mais faire de la propagande communiste en grand et en même temps du commerce et de l'industrie, ça ne va pas. À Pâques, je m'en vais. Le pauvre Engels ne sait pas encore que toute sa vie, il va travailler comme un capitaliste pour nourrir la famille Marx. Mais il vaut mieux pas lui dire encore. Ça risquerait de le déprimer. En 1847, Marx et Engels vont faire un tour à Londres, au congrès de la Ligue des Justes, qui deviendra plus tard la Ligue des communistes. Ils n'ont même pas 30 ans. Ils coécrivent sur un coin de table le manifeste. Marx dira plus tard que les mesures révolutionnaires du manifeste ne sont valables que pour la période historique de 1848. Je dis ça pour les apprentis dictateurs. C'est Engels qui a trouvé le titre. Profession de foi? Non, profession de foi, sans déconner, Karl, c'est moche. On n'a qu'à l'appeler manifeste communiste. Pourquoi ne pas l'avoir appelé manifeste socialiste? Le socialisme est un charlatan qui cherche à réduire la misère sociale sans toucher ni au profit ni au capital. Le socialisme est respectable. Le communisme était exactement l'inverse. Il n'y avait aucun doute sur celui des deux que nous allions choisir. Et encore, il ne connaissait pas François Hollande et la réforme des retraites. Ils font un tube. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Mais malheureusement, ils l'ont donné gratos. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans la salle? Vous ne vivez qu'autant que vous trouvez du travail, vous ne trouvez du travail qu'autant que ce travail accroît le capital, vous êtes des prolétaires. Bad news. Peu importe que vous gagnez 5 ou 10 000 euros par mois, si c'est le capital qui dit où, quand, comment, vous êtes des prolétaires. Les autres seulement sont des bourgeois, ceux qui vivent du travail des autres. C'est pas grave, on aime bien les bourgeois aussi. Engels est un bourgeois. C'est toujours les bourgeois qui font la révolution. Les pauvres ont autre chose à faire. Trouver de quoi nourrir leur famille, par exemple. En 1848, c'est la révolution partout en Europe. Marx et Engels sont presque mainstream. À Paris, la République est proclamée, l'Italie se soulève, Engels rejoint le soulèvement révolutionnaire à Baden, en Suisse. Le gouvernement se qualifie de rouge. À Bruxelles, bonne ambiance. Karl Marx a fait un héritage, il achète des armes pour armer les travailleurs. Le gouvernement belge y voit un complot. Normal. Marx et Jenny sont jetés en prison. Oui, Jenny von Westphalen, une aristocrate, en prison avec les mendiants et les filles perdues. Tous les journaux en ont parlé. Marx et Jenny se font donc expulser de Bruxelles où ils avaient été 3 ans.
Jenny vend son argenterie de famille à Francfort. Jenny est une descendante des comtes d'Argile, une des plus vieilles familles d'Écosse. À son mariage, sa mère lui a légué quantité de magnifiques argenteries, mais entre les déménagements et les expulsions, l'argenterie va filer. Et le peu qu'il en reste passera la plupart de sa vie entre les mains de ma tante. Marx et Jenny se installent donc à Paris, sous le soleil naissant de la toute jeune République. À Paris, Karl édite un nouveau journal avec Engels, la Neue Rheinische Zeitung. C'est son truc, les journaux. Les titres, par contre... Mais au bout d'un an, fin de la fête. C'est la contre-révolution. Louis-Napoléon Bonaparte est élu à une immense majorité. La bourgeoisie reprend le pouvoir. Les libéraux respirent, soulagés. Et ceux qui ont écrit pour le règne des pauvres et des opprimés, Marx, Hugo, Bakounine, sont priés d'aller gagner leur pain à l'étranger. Leur agent de police familier revient les voir. Karl Marx doit quitter Paris dans les 24 heures. Encore? Ouais. Par un acte de clémence, ils sont autorisés à s'installer à Vannes. Dans le Morbihan. De Marx à Engels. Cher Engels, je suis assigné à résidence dans le département du Morbihan, les marais pontins de Bretagne, c'est mortel. Tu comprendras que je n'accepte pas cette tentative camouflée d'assassinat, je quitte donc la France. On ne me donne pas de passeport pour la Suisse, il me faut donc aller à Londres, je pars demain. Il faut que tu viennes immédiatement. Il y va de ta sécurité, tu ne peux pas rester en Suisse. À Londres, nous ferons des affaires. Je compte positivement sur ta venue, tu ne me laisseras pas en plan. Ton Karl Marx. Le lendemain, toute la petite famille Marx, Karl Marx, sa femme Jenny, la bonne Hélène de Muth et les 3 enfants quittent donc définitivement l'Europe continentale pour s'installer à Londres, qu'ils ne quitteront plus. Marx leur trouve un logement à Chelsea, le moment approchait où Jenny avait vraiment besoin d'un toit au-dessus de la tête. Le 4 novembre, jour anniversaire de la conspiration des poudres, leur petit Guido est né. Ils l'ont immédiatement surnommé Fox Chen en l'honneur du grand conspirateur Guy Fawkes. Mais si vous voyez le masque des Anonymous, c'est lui, Guy Fawkes. À Chelsea, c'est l'horreur. Comme Karl Marx n'a pas l'idée de travailler, il découvre la bibliothèque du British Museum, un océan de livres et de données statistiques sur le capitalisme naissant. Comme Karl Marx n'a pas l'idée de payer son loyer, ils se font expulser de Chelsea. De Jenny Marx à son ami Joseph Wedemeyer. Cher monsieur Wedemeyer, les circonstances me contraignent à prendre la plume. Je vous prie de nous envoyer dès que possible les rentrées d'argent de la Neue Rheinische Zeitung déjà encaissées ou attendues. Nous en avons besoin, grand besoin. Vous savez, cher monsieur Wedemeyer, quel sacrifice mon mari a consenti à l'époque. Il a englouti des mille et des mille en espèces dans le journal. Nous n'avons pas gardé un sou pour nous. J'étais à Francfort, engagé mon argenterie, la dernière chose qui nous restait. Malgré ce qui avait été convenu, l'argent de la revue ne rentre pas. Cher monsieur Wedemeyer, je ne vous dépeindrai qu'un seul jour de notre vie ici tel qu'il s'est écoulé, et vous verrez que peu de réfugiés sans doute ont traversé de semblables épreuves. Comme les nourrices demandent à Londres un prix exorbitant, je me décidai, malgré de constantes souffrances, à allaiter mon enfant moi-même. Mais le pauvre petit ange suça avec mon lait tant de soucis et de peines silencieuses qu'il était tout le temps malade. Un jour, tout à coup, notre logeuse, à qui nous avions déjà versé au cours de l'hiver plus de 250 Reichstaler et avec qui nous avions convenu par contrat de verser l'argent dû ultérieurement, entra chez nous, déclara le contrat nul et non avenu, réclama les 5 pounds que nous lui devions encore, et comme nous ne les avions pas sur la main, 2 prêteurs sur gage pénétrèrent dans la maison et saisirent le peu que je possédais. Jusqu'au berceau de mon pauvre enfant, les plus beaux jouets de mes petites filles qui étaient là en larmes, ils menaçaient d'emporter le tout dans les 2 heures. Schramm, notre ami, se précipite en ville pour chercher de l'aide. Il monte dans un cabriolet, les chevaux s'emballent, il saute de la voiture, et on nous le rapporte tout sanglant à la maison où je me lamentais en compagnie de mes pauvres enfants tout tremblants. Le lendemain, nous devions quitter cette demeure. Il faisait froid, le temps était pluvieux, le ciel couvert. Mon mari nous cherche un logement. Personne ne veut de nous quand il parle de 4 enfants. Enfin, un ami vient à notre secours, nous payons et je vends en toute hâte mes lits. Pour payer, pharmaciens, bouchers, boulangers, laitiers, tous mis en émoi par le scandale de la saisie et qui d'un seul coup m'assaillent de leurs notes. On descend les lits vendus devant la porte. C'était bien après le coucher du soleil, ce que la loi anglaise interdit. En moins de 5 minutes, s'assemblent devant notre porte 200 à 300 badauds, toute la racaille de Chelsea.
Pardon, mon cher ami, de vous avoir dépeint en long, en large, un seul jour de notre vie ici, c'est manquer de discrétion, je le sais, mais ce soir, mon cœur déborde dans mes mains tremblantes. Mon mari ne sait pas que je vous ai dépeint notre situation avec tant de détails. Il ne s'est jamais départi de l'humeur la plus gaie et croit toujours en l'avenir. Nos 3 aînés poussent magnifiquement en dépit de tout. Les filles sont jolies, épanouies, gaies, de bonne humeur et notre gros garçon est plein d'humour. Il lui vient toujours les idées les plus drôles. Amitié de votre Jenny Marx. De Marx à Venmeyer. Cher Venmeyer, envoie l'argent à No, ce bonhomme est un âne, mais bon bougre, je t'expliquerai une autre fois. Tu ne dois pas te formaliser des lettres que ma femme envoie, elle allaite. Et nous sommes dans une situation si misérable qu'il est pardonnable que l'on perde patience. Je te prie d'effectuer pour moi l'opération suivante. Emprunte l'argent qu'il faut pour dégager mon argenterie du Mont-de-Piété de Francfort. Vends l'argenterie à un orfèvre et envoie-moi ici le solde. Les seuls objets que je te demande de rapporter, car ils n'ont pas de valeur marchande, sont une petite timbale d'argent, une petite assiette d'argent, les petites fourchettes et les couteaux se trouvant dans un étui. Tout cela appartenant à notre petite Jenny Chen. Meilleure pensée à ta femme, de ma part et de celle de ma femme, ton Karl. Engels, après avoir vainement essayé de gagner sa vie en écrivant à Londres, décide de rejoindre la fabrique de coton de son père à Manchester. De Londres à Manchester, Marx et Engels s'écrivent tous les jours, parfois 3 fois par jour, sur tous les sujets. De Marx à Engels, cher Engels. Ma lettre, l'as-tu reçue? Au cas où tu ne l'aurais pas reçue, je te demanderai de déposer immédiatement une réclamation à la poste. Je te faisais part dans cette lettre d'un nouveau point de vue sur la rente foncière. J'ai besoin de savoir ce que tu en penses. De Engels à Marx. Cher Marx, j'ai eu une explication pour ta lettre arrivée en retard. Mais donc, à l'avenir, quand tu rédiges l'adresse, la rue et le numéro au-dessus de la ville. De sorte que Manchester se trouve tout en bas de l'enveloppe. Les employés des postes sont habitués à cette disposition. En tout cas, ta nouvelle histoire sur la rente foncière est tout à fait juste. Il est hors de doute que ta solution est la bonne. Tu t'es ainsi acquis un nouveau droit au titre d'économiste de la rente foncière. S'il existait encore une justice sur cette terre, la totalité de la rente foncière du monde devrait te revenir, au moins pour 1 an. C'est même la moindre des choses auxquelles tu pourrais prétendre. De Londres à Manchester, 300 kilomètres. Ces 300 kilomètres nous permettent d'avoir leur correspondance quotidienne pendant 30 ans. S'ils s'étaient parlé en Skype, nous n'aurions pas cette correspondance, je ne serais pas en train de faire ce spectacle et c'est là qu'on voit que Karl Marx a raison. Les améliorations techniques privent les travailleurs de leurs moyens de subsistance. Marx étudie l'économie à la bibliothèque. Je suis tellement avancé que j'en aurais terminé dans 5 semaines. Ça commence à m'ennuyer. Depuis Adam Smith et Ricardo, cette science n'a fait aucun progrès. Marx étudie l'économie à la bibliothèque. Un jour, dans le journal The Economist, qui existait déjà à l'époque, il découvre l'électricité. L'article est en anglais, il capte un cake. Il envoie l'article à Engels. À cette époque, on pensait que l'électricité pourrait être utile pour favoriser la croissance et la germination des plantes. Engels trouve ça tout pourri. De Engels à Marx. Cher Marx, ton histoire d'électricité est simple en ce qui concerne la construction. Aux 4 coins d'un champ A, B, C, D, j'imagine que tu as le dessin, on enfonce des pieux dans le sol. On relie les câbles aériens aux câbles souterrains. Je ne vois pas bien ce que viennent faire le sac de charbon et la plaque de zinc dans cette affaire, car j'ai oublié les propriétés électriques du charbon de bois. J'imagine que par là, ton bonhomme veut polariser l'électricité, créer un pôle positif, un pôle négatif, etc. Pour ma part, je doute du résultat. Il y a quelque chose qui cloche. Si l'électricité captée dans l'air favorise la croissance et la germination des plantes, elle fera pousser les plantes trop tôt, au printemps, et les exposera aux gelées nocturnes. En tout cas, cela pourrait se produire. De tout cela, ton bonhomme ne dit mot. Soit l'électricité captée n'active rien du tout, soit elle fait pousser les plantes trop tôt. Ce point est à éclaircir. Cette lettre est cachetée à la cire. Elle porte le cachet de la firme Hermann et Engels. Tu pourras te rendre compte si elle a été ouverte. Après l'expulsion de Chelsea, Karl Marx leur a trouvé un logement à Sceaux. Ils vivent avec Karl Marx, sa femme Jenny, la bonne Hélène de Muth et les 4 enfants. De Marx à Engels.
Cher Engels, Fox Chen, notre petit conspirateur des poudres, est mort ce matin à 10 h. Rien ne laissait prévoir cette fin. Tu peux imaginer la situation ici. Toi absent, nous nous sentons en ce moment précis très seuls. Ton Karl. Si tu t'en sens le cœur, envoie quelques lignes à ma femme. Elle est folle de douleur. Elle avait allaité le petit elle-même. Et dans sa situation matérielle extrêmement difficile, l'avait fait vivre au prix des plus grands sacrifices. À cela vient s'ajouter l'idée que le pauvre enfant est victime de notre misère, alors qu'il n'a manqué d'aucun soin en particulier. La pauvre Jenny. 1850-1851, sales années pour elle. Pendant que Marx étudie l'économie à la bibliothèque, qu'Engels travaille à Manchester et envoie tous les jours des billets de 5 pounds coupés en deux. Pourquoi coupés en deux? Une moitié dans une enveloppe, l'autre dans une autre enveloppe, pour qu'ils ne soient pas interceptés. C'est Jenny qui se débat avec Hélène Demuth pour essayer de trouver de quoi nourrir les enfants. C'est alors que, désespérée, enceinte de son 5e enfant, elle se décide à partir en Hollande pour taper de l'argent à l'oncle de Karl, Lyon Phillips, dont les descendants fonderont Philips. Mais ça, elle ne peut pas le savoir encore. Sinon, elle aurait peut-être essayé de le taper plus. Jenny confie donc ses enfants à Karl Marx et à Hélène Demuth. Mauvaise idée! Quand Jenny arrive en Hollande, l'oncle de Karl est très remonté contre la révolution de 1848 et les révolutionnaires, qui ont eu de mauvais effets sur le commerce et sur ses fils. Il ne veut rien lâcher, sauf un pauvre petit jouet pour un des enfants. Jenny rentre à Londres bredouille. Et quand elle revient, elle s'aperçoit que Hélène Demuth, Len Chen, son amie, celle qui s'occupe de ses enfants, est enceinte. Hélène Demuth quitte la maison, puis, à la demande de Jenny, revient. Karl Marx se retrouve donc avec 3 enfants, une barbe et 2 femmes enceintes, de 3 mois d'écart. On imagine l'ambiance dans le 2 pièces de Soho. C'est Jenny qui accouche la première, priorité protocolaire, d'une petite fille, Franziska. Et c'est ce jour-là, le jour de la naissance de sa fille, que Karl Marx a l'idée géniale d'impliquer son meilleur ami dans l'affaire. De Marx à Engels. Cher Engels, ma femme a accouché ce matin d'une petite fille et non pas d'un garçon, et le pire, c'est qu'elle a vraiment une petite mine. Bien que l'accouchement a été facile, elle est maintenant très malade dans son lit, mais les causes en sont plus conjugales que physiques, et je n'ai pas verbalement un liard dans toute la maison, de sorte que les factures de bouchers, boulangers, commerçants, etc. se multiplient. Tu admettras que je suis dans une sacrée situation et que je suis dans la boue petit bourgeois jusqu'au cou. Mais ce n'est pas tout. L'industriel de Trèves qui m'avait prêté de l'argent me tanne pour que je le lui rende, sous prétexte que ses forges vont mal. Tant pis pour lui, qu'est-ce que j'y peux? Enfin, pour donner à l'affaire un tour tragicomique, il y a maintenant en plus un mystère que je vais te révéler en quelques mots. Mais je dois aller soigner ma femme. Le reste alors qui te concerne dans ma prochaine lettre. Au fait, comment les commerçants, fabricants, etc. comptabilisent-ils la partie de leurs revenus qu'ils consomment eux-mêmes? Vont-ils aussi chercher cet argent à la banque? Je serais heureux d'avoir ta réponse à cette question. Un événement tragicomique. Finalement, Marx n'expliquera pas par lettre le mystère. Il préférera aller le voir. Il y a des choses qu'il vaut mieux dire de vive voix. La semaine suivante, Karl Marx prend donc le train pour Manchester afin de demander à son meilleur ami Friedrich Engels de se faire passer pour le père de l'enfant d'Hélène Demuth. Et Engels accepte. Ça, c'est un copain! 3 mois plus tard, le 23 juin 1851, Hélène Demuth accouche donc d'un petit garçon qu'elle appelle Friedrich, comme Engels. Le petit Friedrich Demuth naît au 28 Dean Street. Il sera immédiatement confié à une famille d'accueil, des mécaniciens de Londres. Engels s'occupera de lui financièrement, mais seul Len Chen ira le voir. Un événement tragicomique. Est-ce qu'une femme a déjà été trompée dans la salle? Sympa la solidarité, les meufs. Un événement tragicomique.
Je ne suis pas sûre qu'on puisse qualifier l'infidélité d'un mari et l'abandon d'un enfant d'événements tragiques, comiques. Jenny, dis-moi maintenant, toi qui sais tout, est-ce qu'un seul homme dans l'histoire de l'humanité a été fidèle? Lassie? Non, Lassie, c'est un chien. Adam, le mari d'Ève? Mais ça compte pas, ils étaient que deux. Non, je suis désolée, demander à un homme d'être fidèle, c'est comme demander à un tigre de devenir végétarien. Il promet, mais il tient pas. Si, mon fiancé m'a trompée, comme tous les hommes. Tu veux que je te raconte un potin? De toute façon, les spectateurs, ils me croiront jamais. Il y a environ 2 ans, j'ai eu la sensation que mon fiancé me trompait. Le 21 avril, exactement, j'étais persuadée que... Il a toujours nié, m'a dit que j'étais folle. Et il y a quelques mois, j'étais en train d'écrire ce spectacle. Je parlais tout le temps de vous, de Engels, de Lenchen. Je lui ai donné à lire le résumé de la pièce, celui que j'ai mis au dos du flyer. C'est l'histoire de Karl Marx, de sa femme Jenny, de leur meilleur ami Friedrich Engels et de la mystérieuse Hélène de Muth, dite Lenchen, qui vécut avec eux. Et là, il me dit... Pourquoi tu l'appelles Hélène de Muth? Je lui dis, parce qu'elle s'appelle Hélène de Muth. Et là, il s'énerve, il me dit, ma vie est incroyable. Je lui dis, quoi? Il me dit, non, rien, de toute façon, tu vas mal le prendre. Non, vas-y, dis-moi. Et là, il me dit, tu te souviens, la fille du 21 avril? Je lui dis, oui, la fille qui, soi-disant, n'a jamais existé. Il me dit, elle a existé. Cette fille m'a dit un jour qu'elle était peut-être la descendante d'un bâtard de Karl Marx, et cette fille-là s'appelle Sarah de Muth. Sans déconner. La descendante de Lenchen, il avait une chance sur 7 milliards. Ouais, on est 7 milliards maintenant. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que... Putain. C'est toutes des salopes, ces De Muth. Non, bien sûr, pas Lenchen. On adore tous Lenchen. On peut même finir enterré avec. Comme ce spectacle ne doit pas durer 40 ans, je vais vous résumer la période qui suit, qu'ils appellent eux-mêmes la quintessence de la mouise. En 1851, le quotidien s'améliore. Karl Marx décroche un travail. Youhou! Il devient correspondant européen pour le journal américain, le New York Daily Tribune. Mais comme il ne sait pas encore très bien écrire l'anglais, c'est Engels qui écrit les articles. Le trajet des articles du New York Daily Tribune. Marx écrit à Engels ce qu'il voudrait qu'Engels écrive. Engels fait l'article, l'envoie à Marx, qui le signe et l'envoie par le steamer du mardi ou du vendredi à New York, où il paraît dans le New York Daily Tribune. 2 pounds l'article. Ce petit manège va durer 12 ans. Engels a passé cette année-là Noël et le Nouvel An avec eux. Il y a eu des fraises, des cerises, du raisin. Ce fut une fête joyeuse. Pâques 1852. Franziska, bébé numéro 5, celle qui est née en même temps que Friedrich de Muth, meurt. Grosse bronchite. Pendant 3 jours, elle était entre la vie et la mort. Quand elle est morte, ils ont laissé son corps sans vie dans la pièce du fond, le temps de trouver l'argent pour le cercueil. Marx est terriblement atteint, il se réfugie dans ses études à la bibliothèque. Il écrit un pamphlet sur Louis-Napoléon Bonaparte, les 18 Brumaire, qui n'a presque rien rapporté. Marx nourrit la famille de pain et de pommes de terre. Ce qui pourrait m'arriver de mieux, ce que je souhaite, que ma logeuse me mette à la porte. Au moins, j'en serai quitte de la somme de 22 pounds. Mais je n'attends pas tant de complaisance de sa part. Mes lettres t'auront montré que, comme d'habitude, je suis moi-même en plein dans la merde. Et je n'entends pas parler de loin, j'y patauge avec une indifférence parfaite. Et pendant ce temps-là, Monsieur Proudhon a encaissé quelques 100 000 francs pour son anti-Napoléon. Que faire? 1853, Sceaux devient le quartier de prédilection du choléra. 3-4 personnes qui crèvent par immeuble. Et c'est avec des vivres qu'on s'en sort le mieux. Du coup, Marx écrit 120 articles pour le Tribune. Quand il ne peut pas écrire, Jenny demande à Engels. Cher monsieur Engels, votre article vient tout juste d'arriver. Karl a explosé de joie en entendant le double knock du facteur. Voilà Friedrich, 2 pounds, sauvé. Marx se réfugie dans ses études à la bibliothèque. En 1854, Marx étudie l'économie. Ce qui l'obsède,
C'est comment une partie de l'humanité peut être obligée de vendre son temps, son bien le plus précieux, au lieu de jouir de la vie et de ses facultés intellectuelles. Son idéal, c'est pêcher le matin, chasser l'après-midi, faire de la critique après le repas, sans jamais devenir ni pêcheur, ni chasseur, ni critique. Il n'arrive pas à comprendre comment une partie de l'humanité peut vivre sur le dos de l'autre partie. Pourtant, c'est un petit peu ce qu'il fait avec Engels. En 1855, leur petite dernière, Éléonore, est née. Mais malheureusement, quelques mois plus tard, Edgar, leur fils de 10 ans, a montré les premiers symptômes de la maladie qui devait l'emporter. S'ils avaient pu déménager, ils l'auraient peut-être sauvé. Mais comme dit Jenny, ce qui est fait ne peut être défait. Marx a très envie d'aller voir Engels à Manchester pour travailler. Il attend qu'Edgar soit nettement rétabli. Mais malheureusement, Edgar ne se rétablira jamais. Il s'endort un matin définitivement dans les bras de Karl. Marx écrit à Engels « Ce qu'est le vrai malheur, c'est maintenant seulement que je l'ai appris. Je me sens anéanti. Au milieu des tourments de ces jours derniers, ce qui m'a permis de tenir le coup, c'est de penser à toi et à ton amitié, et aussi l'espérance que sur cette terre, il nous reste encore à faire ensemble des choses qui ne sont pas dérisoires. Ton Karl. 1856, bonne nouvelle, l'oncle de Jenny meurt, leur laissant un petit héritage qui leur permet enfin de déménager. Toute une maison sur la romantique lande de Hampstead. C'est encore un peu la zone à l'époque, il n'y a pas de route qui y mène, pas de lumière la nuit, mais Jenny et Hélène de Muth sont trop contentes. Elles ont l'impression d'habiter un palais. Elles ont même un petit salon meublé en mobilier d'occasion de type rococo. Ou plutôt, dira Jenny, bric-à-brac. Mais malheureusement, quelques mois après le déménagement, la collaboration avec le New York Daily Tribune s'interrompt à cause de la guerre de sécession et du début de la crise en Amérique. Marx se retrouve donc avec une maison plus grande, des charges croissantes, 3 filles qui grandissent. Heureusement, les Américains proposent à Marx et Engels de faire ensemble une encyclopédie. Engels est trop content. De Engels à Marx. Cher Marx, cette histoire d'encyclopédie tombe à pic pour moi et j'imagine aussi pour toi. Voilà pour toi de quoi récupérer les rentrées d'argent perdues et pour moi de quoi occuper régulièrement mes soirées. Même à 2 pounds la grande page, le tarif est rentable. Quels articles vas-tu prendre? En tout état de cause, la philosophie allemande, la biographie d'hommes d'État français et anglais contemporains, quelques articles sur la finance, le communisme, le socialisme, Aristote, Épicure, le Code Napoléon, etc. Prends autant d'articles que tu peux en obtenir. Cette fois-ci, j'étais vraiment terriblement inquiet, mais maintenant, les choses vont aller mieux. À ta place, je proposerais qu'on fasse tout seul l'encyclopédie. On y arriverait bien. En tout cas, si nous avons 100 à 200 pages par volume, ce n'est pas trop. Tant que rentrera l'or sûr de Californie, nous fournirons facilement autant de sciences sûres. Amitié à ta femme et à tes enfants et donne vite de tes nouvelles. Les lettres suivantes entre Marx et Engels sont donc à base de « J'ai terminé Alma, Ebensberg, adjudant. Il me reste Alger et Afghanistan. Tu as bien fait de tirer à la ligne sur Borodino. Merci beaucoup pour Catapulte. S'il te plaît, envoie-moi Castrum. » Il s'arrête à la lettre C. Je ne sais pas pourquoi. Je vous conseille d'ailleurs l'article Afghanistan par Engels dans l'encyclopédie qui explique très bien pourquoi jamais personne n'arrivera à envahir l'Afghanistan. Il ferait mieux de le lire plutôt que d'essayer. En 1857, le dernier enfant de Marx et Jenny est né. Non, mais il est mort tout de suite. Ils n'ont même pas eu le temps de lui donner un prénom. Ça a fait une grosse impression à Karl Marx, cette naissance et cette mort en même temps. Atroce. Impossible par lettres à raconter. Je vous rappelle donc le prénom des enfants de Marx et Jenny par ordre d'arrivée. Plus facile à retenir que le prénom des enfants d'Angelina Jolie. Jenny Chen, Laura, Edgar, Fox Chen, le masque des Anonymous, Franziska, bébé numéro 5, Friedrich de Muth, mais lui, on ne le compte pas. Et enfin, Éléonore. Attention, si on vous fait un quiz sur Karl Marx, la question quel est le prénom du 7e enfant de Karl Marx est un piège. Il n'a pas de prénom. Karl? Karl, c'est toi? C'est dingue!
Je fais un one mark show sur vous. Ah bah les gens, ils adorent. C'est le nouvel iPod. Un iPod, c'est le maître étalon de la marchandise aujourd'hui. Mais si, tu sais, la marchandise qui se dresse face aux autres marchandises et se livre à des caprices plus bizarres que si elle se mettait à danser. C'est beau? Ben, c'est de toi. T'as pas lu le Capital, comme tout le monde. Un iPod, c'est pour faire de la musique. C'est fabriqué par les Chinois qui vivent dans les usines pour que Apple puisse faire beaucoup de marge. Mon époque, t'adorerais. Le capitalisme a gagné. L'esclavage a été aboli, mais le salariat est devenu obligatoire. L'esclavage, c'était tu travailles ou tu meurs. Le salariat, c'est tu travailles ou tu meurs de faim. C'est pas pire, mais c'est pas mieux. Quoi? Ah si, hein. T'as été connu après ta mort. Ah ben maintenant, il y a Jésus et juste en dessous, Karl Marx. Et juste après, Mario Bros, un plombier italien. Si les gens ont vraiment découvert ta pensée, Lénine, par exemple, ben, il adore. Staline, son fils aussi. Oui, ils ont appliqué. Non, pas tout bien. Ils ont pris des bouts. Par exemple, dictature du prolétariat, c'est même pas de toi, bah ils ont pris que dictature. Ah non, ça n'a pas été le règne des pauvres et des opprimés, hein. Et maintenant, t'es considéré comme le responsable de la mort de 15 millions de personnes. Et comme l'inventeur du casque à bière. Non, je plaisante. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ben, en Angleterre, il y a toujours une reine. Non, pas Victoria, elle serait trop vieille. Sa petite fille, Elisabeth, on paye toujours en pounds. C'est 2 pounds pour voir ta tombe. Ah, et le 2 pièces de Sceaux, le 28 Dean Street, c'est devenu un restaurant chic, le Quo Vadis. J'y ai dîné avant de m'intéresser à vous. Puis après, je me suis rendu compte que j'avais dîné là où vos 4 enfants sont morts. C'était horrible. Bah là, il reste le Capital et puis après, la fin. Oh non, Karl, pas l'affaire Vogt. Je t'assure, tout le monde s'en fout de l'affaire Vogt. Philistin? Ah, on dit plus comme insulte ça aujourd'hui. D'accord, si tu y tiens. Ah, je veux pas que tu viennes me chatouiller les pieds pendant la nuit. À la demande de Karl Marx, je vais donc vous résumer l'affaire Vogt. En 1860, alors qu'il avance bien dans le Capital, Karl Marx s'interrompt brutalement pour faire un procès en diffamation à un obscur Allemand, Monsieur Vogt, dont tout le monde se fout. Monsieur Vogt a écrit dans les journaux que Karl Marx était le chef d'une bande de voyous. Oh, l'insulte! Karl Marx, il supporte pas. Il se lance dans un procès en diffamation. Ça coûte une blinde en avocat. Enfin, à Engels. Il est débouté de toutes ses plaintes. Il décide donc d'écrire un pamphlet en 3 tomes sur ce Monsieur Vogt dont tout le monde se fout. Jenny et Engels sont dégoûtés. De Jenny Marx à Engels. Cher Monsieur Engels, le mort, Karl, vous demande de lui fabriquer si possible un article pour vendredi. N'importe quoi fera l'affaire. J'espère commencer à recopier cette semaine la brochure sur Vogt. La chose traîne tellement en longueur, j'ai l'impression que Karl fait les choses trop à fond. J'en ai fichtrement plein le dos. Et on n'a encore fait aucune démarche pour trouver un éditeur. Amitié de votre, Jenny Marx. De Engels à Jenny Marx. Chère Madame Marx, je ferai l'article tant bien que mal. C'est insensé que rien n'était encore entrepris au sujet des éditeurs. Après, les pourparlers vont durer Dieu sait combien de temps. L'impression suivra son petit train-train habituel à l'allemande. Et nous voici arrivés piano Massano en 1861. Et le seul responsable en sera Monsieur Lemort avec sa manie de faire toujours tout à fond. Et parce qu'il ne fait lui-même aucune démarche pour trouver un éditeur. Et pendant ce temps-là, le public se désintéresse de savoir qui était à l'origine de cette bande de voyous. Ouais, on s'en fout. Nous accomplissons toujours les trucs les plus formidables
Mais nous nous arrangeons toujours pour qu'ils n'arrivent jamais à temps. Et ainsi, ils tombent tous à l'eau. Amitié aux morts et aux young ladies. Votre Friedrich. En 1861, le livre « L'affaire Vogt » sort. Il n'aura aucun succès. Les 4 années qui suivent, Karl Marx les passe à recommencer, recopier. Il ne veut rien affirmer qu'il ne puisse prouver de 9 façons différentes. Quand il trouve un traité sur l'agriculture russe, il apprend le russe. Engels dira plus tard qu'il aurait voulu brûler tous les traités d'agriculture russes qui empêchaient Karl Marx de finir le Capital. De temps en temps, Marx se culpabilise de taper Engels et de le laisser gâcher dans le commerce ses immenses capacités et partager en plus toutes ses petites misères. Il essaye d'emprunter à d'autres personnes. Sa technique, c'est emprunter à des gens de quoi rembourser ce qu'il a emprunté à d'autres gens. Une sorte de Madoff. Mais en vraiment pas doué. Il essaye de demander à un autre Allemand. L'Allemand lui répond qu'il ne peut rien faire, mais qu'il peut demander à quelqu'un qu'il connaît, Friedrich Engels. Marx lui répond « Ne demandez rien à Engels, c'est mon ami le plus intime. Sans lui, il y a longtemps que j'aurais été obligé de travailler. Je ne veux que personne intercède pour moi auprès de lui, laissez tomber. » Marx n'a plus d'argent, il n'a plus de capital pour terminer le Capital. Comme disait sa mère, plutôt que d'écrire sur le Capital, elle aurait mieux fait d'en amasser. Les filles grandissent, elles voudraient se marier et on ne peut pas les lancer dans la vie comme des mendiantes. Marx décide donc d'envoyer Jenny à Paris pour rencontrer un banquier. Quand Jenny arrive à Paris, le banquier a eu une attaque de paralysie. Il est cloué au lit. Jenny rentre à Londres pour Noël bredouille. Et c'est à ce moment-là qu'a lieu la seule brouille entre Marx et Engels. Début janvier, Engels écrit à Marx pour lui annoncer que Marie, sa femme, une ouvrière irlandaise avec qui il a vécu toute sa vie, est morte. De Engels à Marx. Cher Marx, aujourd'hui Marie est morte, malaise cardiaque ou apoplexie. Hier encore, elle se sentait tout à fait bien. Je ne puis t'exprimer ce que je ressens. La pauvre fille m'a aimé de tout son cœur. Ton Friedrich. Le lendemain, Marx envoie une lettre de condoléances. Cher Friedrich, la nouvelle de la mort de Marie m'a surpris autant que consterné. Elle avait très bon cœur, beaucoup d'esprit et tenait beaucoup à toi. Nom d'un chien, la malchance nous poursuit en ce moment. Moi non plus, je ne sais absolument plus où j'en suis. Mes tentatives pour dégoter de l'argent ont échoué, on ne nous fait plus crédit nulle part. Ajoute à cela que les filles n'ont plus ni manteau ni chaussures pour sortir, bref, c'est l'enfer. Comme je l'avais clairement prédit lorsque j'ai envoyé ma femme à Paris. Si je n'arrive pas à dégoter rapidement une assez grosse somme, nous ne pourrons guère tenir plus de 15 jours. C'est effroyablement égoïste de ma part de te raconter tout cela en un moment pareil, mais c'est un remède homéopathique. Un clou chasse l'autre. Travailler dans de telles circonstances devient carrément impossible. Est-ce qu'à la place de Marie, ma mère, qui est de toute façon bourrée d'infirmités et qui a déjà eu sa part de l'existence, n'aurait pas pu... Au fait, comment vas-tu t'organiser maintenant pour ton organisation domestique? Cela est extrêmement dur pour toi. Pour la première fois, pendant une semaine, Engels ne répond pas. Cher Marx, tu comprendras cette fois-ci que ma malchance personnelle est ta manière glaciale de prendre les choses, mais mis positivement hors d'état de te répondre plus tôt. Dans cette circonstance qui, franchement, ne pouvait guère me toucher de plus près, tous mes amis, y compris des Philistins de ma connaissance, m'ont témoigné plus d'amitié et de sympathie que je n'étais en droit d'espérer. Tu as trouvé, toi, le moment adéquat pour faire valoir la supériorité de ton flegme. Soit. Tu sais où en sont mes finances, tu sais aussi que je fais tout pour te tirer de la mouise, mais comme tu dois aussi le savoir, il m'est actuellement impossible de dénicher l'assez grosse somme dont tu parles aussi, à moins que nous n'inventions l'art de chier de l'or. Il faut absolument que tu soutires à ton oncle de Hollande. Tiens-moi au courant de tes démarches, je ferai le nécessaire de mon côté. Ton Friedrich. Le lendemain, Marx s'excuse comme il peut.
Cher Friedrich, j'ai eu grand tort de t'écrire cette lettre et j'en ai eu des remords aussitôt qu'elle fut envoyée. Pourtant, je ne l'ai pas fait par sécheresse de cœur. Ma femme et les enfants me seront témoins que quand j'ai reçu ta lettre, j'ai été bouleversée, mais le soir, j'étais sous le coup d'une impression désespérée. On manquait de vivres, de charbon, on avait l'huissier. Dans de telles circonstances, je ne sais m'en tirer autrement que par le cynisme. Je vais écrire à tous les créanciers, me déclarer en faillite, les filles prendront un emploi de gouvernante, Lenchen ira trouver du service ailleurs et je m'installerai avec ma femme dans un meublé. Grâce au plan ci-dessus, je pense pouvoir m'en tirer sans aucune intervention d'entière. Au fait, un point sans rapport avec ce qui précède, comment les machines à filer automatiques ont-elles modifié l'industrie de la filature? Je te serai gré de me répondre à ce sujet, ton Karl. La pauvre lettre d'excuse. Pourtant, Engels pardonnera à Marx, il lui enverra même 100 pounds. Marx s'excusera encore, le remerciera pour l'argent et lui dira que malgré l'obsession financière dans laquelle il se trouvait, rien de comparable à la crainte qui l'obsédait de voir quelque chose se briser dans leur amitié. Et c'est la seule brouille entre Marx et Engels. De temps en temps, Marx envoie Jenny, la bonne Hélène de Muth et les enfants se reposer chez la mère de Jenny, Madame von Westphalen, à Trèves, et lui va voir Engels à Manchester pour travailler. De Manchester à Trèves, Marx écrit à Jenny. De Karl Marx à Jenny Marx, après 30 ans ensemble. Mon cœur, mon aimé, si je t'écris à nouveau, c'est parce que je suis seule et que cela me gêne de ne poursuivre de dialogue avec toi que dans ma tête, sans que tu n'en saches rien, sans que tu m'entendes et puisses me répondre. Aussi mauvais qu'il soit, ton portrait m'est bien utile. Et je comprends maintenant pourquoi les Vierges noires, les portraits les plus exécrables de la Mère de Dieu, ont pu trouver tant d'adorateurs acharnés. En tout cas, aucune de ces madones noires n'a été plus embrassée, plus contemplée, plus adulée que ta photographie, qui certes n'est pas noire mais bien mauvaise, et qui ne reflète absolument pas ton doux visage si bon, si doux, si cher à embrasser. Mais je corrige les rayons du soleil qui t'ont si mal peinte, et je m'aperçois que mes yeux, bien qu'abîmés par la lumière artificielle et la fumée du tabac, arrivent encore à te peindre. Aussi bien en rêve que tout éveillé, je te vois alors en chair et en os devant moi, et je te porte dans mes bras. Je t'embrasse des pieds à la tête et je tombe à genoux devant toi en soupirant. Madame, je vous aime. Je vous aime même plus que le mort de Venise a jamais aimé. Une absence momentanée a du bon. Il suffit que tu t'éloignes par le seul pouvoir d'un rêve pour que je m'aperçoive que le temps n'a servi qu'à faire croître mon amour, comme le soleil et la pluie le font pour les plantes. Je me sens à nouveau un homme parce que j'éprouve une grande passion, l'amour. Non pas l'amour de l'homme et du prolétariat, mais l'amour de sa bien-aimée et singulièrement mon amour pour toi fait à nouveau de moi un homme. Tu vas sourire, mon cœur, et te demander tout à coup pourquoi toute cette rhétorique. Mais si je pouvais, mon doux cœur, te serrer contre moi, je ne prononcerais pas un seul mot. Mais comme je ne puis t'embrasser avec mes lèvres, il faut que je le fasse par le langage, en t'écrivant. Il y a certes beaucoup de femmes au monde, et un certain nombre sont belles. Mais où trouverais-je un visage où chaque trait, chaque ride même, me rappelle les moments les plus marquants et les plus doux de mon existence. Je lis même sur ton doux visage des peines infinies, des pertes irremplaçables, mais en embrassant ton visage, je les chasse, enfouis dans ses bras, réveillés par ses baisers. Si c'est dans tes bras et par tes baisers, je concède aux brahmanes et à Pythagore leur théorie de la métempsychose, et au christianisme, sa doctrine de la résurrection. Adieu, mon doux cœur, je t'embrasse 1000 fois, ainsi que les enfants. Ton Karl. Enfin, en 1867, Karl Marx estime qu'il a le manuscrit devant lui qui forme un tout comme une œuvre d'art. Il se décide à l'emporter à Hambourg, chez l'éditeur Meissner. Mais d'abord, il faut qu'il retire sa montre et son manteau de chez le prêteur. Engels est trop content. De Engels à Marx. Cher Marx. Hourra! Je n'ai pu réprimer cette exclamation lorsque j'ai lu noir sur blanc que le livre était terminé et que tu veux maintenant partir à Hambourg en l'emportant avec toi. Afin que le nerf de la guerre ne te fasse pas défaut, je t'envoie 7 moitiés de billets de banque de 5 pounds. En tout,
35 pounds. Et je t'expédierai les autres moitiés des réceptions du télégramme habituel. Ce tournant que prennent les choses me fait infiniment plaisir. Premièrement, en soi. Deuxièmement, pour toi personnellement et pour ta femme. Et troisièmement, parce qu'il est vraiment grand temps que tout cela s'améliore. Je n'aspire à rien d'autre qu'à me libérer de ce commerce de chiens, qui, par le gaspillage de temps qu'il entraîne, me démoralise complètement. Ma vie de négociant touchera bientôt à son terme, et je me suis toujours demandé qu'en sera-t-il alors de toi. Mais si les choses marchent maintenant comme elles semblent devoir le faire, cela aussi pourra s'arranger, même si la révolution n'intervient pas entre-temps. Marx part donc à Hambourg. Il essuie une traversée sous la tempête, un temps on ne peut plus abominable. Tout le monde a été malade. Mais lui, après avoir été enfermé si longtemps, il se sentait drôlement bien, comme 500 cochons. Le manuscrit est porté dans un coffre. Tous les jours, Marx envoie à Engels les feuilles imprimées pour avoir ses corrections. Quand Engels est content, il est content. Le 16 août exactement, le livre est terminé. Dans la lettre qui suit, on s'aperçoit que Karl Marx n'a écrit le Capital que pour remercier Engels de lui avoir permis d'écrire le Capital. De Marx à Engels, le 16 août 1867 à 2 heures du matin. Dear Fred, je viens d'achever la correction du dernier placard du livre. L'appendice, la forme de la valeur, fait un placard écart, la préface idem que j'ai renvoyée et même corrigée hier. Voilà donc ce volume terminé. Si cela était possible, c'est à toi, et à toi seul que je le dois. Sans ton dévouement pour moi, il m'aurait été impossible d'effectuer les travaux énormes que demandent ces 3 volumes. I embrace you, full of thanks. Salut, mon cher, mon très cher ami, ton Karl. Enfin, en septembre 1867, le Capital sort. Le livre n'aura aucun succès. Le seul article dans la presse, c'est Jenny Marx qui l'écrit. Si vous vous êtes déjà procuré le livre de Karl Marx, je vous conseille de débuter par les chapitres qui traitent de l'accumulation primitive et de la théorie moderne de la colonisation. Je suis sûre que vous lirez comme moi ces chapitres avec le plus grand plaisir. Bien sûr, Karl Marx n'a pas de remède spécifique, pas de pansement, pas de baume, pas de charpie pour panser les plaies béantes et saignantes de notre société. Mais il me semble que ce n'est pas rien, que d'avoir conduit le Philistin ébahi par le biais de données statistiques et de manœuvres dialectiques jusqu'aux hauteurs vertigineuses de phrases telles que « Si c'est avec une tache naturelle de sang sur une de ces faces que l'argent est venu au monde, le capital y arrive suant le sang et la boue par tous les pores. » Je dois avouer que ces simples faits pathétiques m'ont bouleversée et que l'histoire m'apparaît maintenant limpide comme le jour. En 1867, le Capital sort. Le livre n'aura aucun succès. Ils en écouleront difficilement 1000 exemplaires. 2 ans plus tard, c'est le dernier jour de travail de Engels à la fabrique de coton. Il vend ses parts de l'entreprise paternelle. Il assure une rente à vie au Marx, 200 pounds par an, pas plus, Karl. Le dernier jour de travail de Engels à la fabrique de coton, c'est Éléonore, la plus jeune fille de Marx qui était avec lui ce jour-là. Et c'est elle qui raconte. 1er juillet 1869, j'étais avec Engels, lorsqu'il arriva au terme de ses travaux forcés, et j'ai vu ce qu'il avait dû endurer pendant toutes ces années. Jamais je n'oublierai le ton de triomphe avec lequel il s'écria pour la dernière fois, en mettant le matin ses bottes pour aller à son bureau. Quelques heures plus tard, nous l'attendions devant la porte, nous le vîmes traverser le petit pré en face de la maison où nous habitions. Il balançait sa canne en l'air, il chantait, son visage était rayonnant. Nous mîmes alors la table pour fêter l'événement. Nous bûmes du champagne. Et nous fûmes heureux. L'année suivante, Engels peut enfin s'installer à Londres. Il devient le voisin de Marx. Ils passent toute leur journée ensemble dans son bureau à Maitland Park. Marx est assis dans son fauteuil. Engels marche à côté, il use le tapis. En 1881, c'est le dernier été ensemble de tous ces personnages. Karl Marx,
Sa femme Jenny, la bonne Hélène de Muth, et les 3 enfants passent l'été chez Laura, à Argenteuil. Marx rentre à Londres en août. Jenny et Lenchen suivent plus lentement. Jenny est très malade. Elle va mourir 4 mois plus tard. Elles font une étape à Boulogne, puis à Amiens et Folkestone avant de retrouver Londres. C'est le dernier voyage ensemble de ces 2 femmes qui se sont soignées, accouchées l'une l'autre. La fin de l'histoire, c'est Éléonore, la plus jeune fille de Marx, qui la raconte. En automne 1881, notre chère maman a été si malade qu'elle ne pouvait plus quitter son lit. Marx avait une grave pleurésie. Marx était dans la grande pièce, maman dans la petite pièce à côté. Eux qui étaient devenus une part l'un de l'autre ne pouvaient même plus être ensemble dans la même pièce. Notre bonne Lenchen, vous savez ce qu'elle était pour nous, et moi avons eu à les soigner tous les 2 à la fois. Le docteur a dit que nos soins ont sauvé Marx. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ni Lenchen ni moi ne nous sommes couchés pendant 3 semaines. Marx est allé mieux. Il commençait à reprendre des forces. Jamais je n'oublierai le matin où il s'est senti assez fort pour aller dans la chambre de maman. Quand ils étaient ensemble, ils étaient jeunes à nouveau. Elle, une jeune fille, et lui, un jeune amant, tous les 2 au commencement de la vie. Pas un vieil homme en proie à la maladie et une vieille femme mourante prenant congé l'un de l'autre. Marx est allé mieux. Il commençait à reprendre des forces. Alors maman est morte, le 2 décembre 1881. Ces derniers mots, une chose remarquable, c'est qu'ils furent en anglais, ont été adressés à son Karl. Mes forces m'abandonnent. Quand notre cher Engels est arrivé, il a dit quelque chose qui m'a rendue furieuse contre lui. Il a dit « il est mort lui aussi ». Et il avait raison. Marx s'est battu pour s'accrocher à la vie car c'était un combattant, mais c'était un homme brisé. S'il avait été égoïste, il se serait laissé mourir, mais pour lui, une chose était au-dessus de toutes, sa dévotion à la cause. Il aurait aimé terminer sa grande œuvre. Alors vint le dernier coup, terrible, la nouvelle de la mort de Jenny Chen. Sa première fille aînée, ma sœur qu'il aimait le plus, est morte soudainement le 11 janvier. J'ai vécu beaucoup d'heures tristes dans ma vie, mais aucune aussi triste que ce que je ressentais comme j'apportais à mon père sa sentence de mort. Je me suis torturée tout le trajet essayant de trouver comment lui annoncer la nouvelle, mais j'en ai pas eu besoin. Mon visage m'a trahi. En ce qui concerne Marx, 3 mois plus tard, le 14 mars 1883, il est allé de sa chambre à son bureau à Maitland Park. Engels et Lenchen se sont absentés un quart d'heure. Il s'est assis dans son fauteuil et il est mort, paisiblement. Engels a gardé le fauteuil jusqu'à sa mort. Maintenant, c'est moi qui l'ai. Quand vous écrirez sur Marx, n'oubliez pas Lenchen. Je sais que vous n'oublierez pas Jenny. Hélène était l'axe autour duquel toute la maison tournait. Je ne sais pas si elle a rejoint mes parents avant ou après qu'ils aillent à Paris. Tout ce que je sais, c'est que grand-mère l'a envoyée à maman comme ce qu'elle pouvait leur offrir de mieux. La fidèle et aimante Lenchen. Et bien qu'elle n'ait eu aucune attache, la fidèle et aimante Lenchen resta avec mes parents. C'était la meilleure et la plus fidèle des amies aussi. Ne l'oubliez pas quand vous parlerez de Marx. Après la mort de Marx, Hélène de Muth ira s'installer chez Engels pendant 7 ans. Et c'est là qu'elle est morte. À sa mort, elle a laissé tous ses biens, 95 pounds, à son fils, Friedrich de Muth. Aux funérailles d'Hélène de Muth, Engels a dit « Marx lui a souvent demandé son avis sur des questions compliquées du parti. Pour ma part, tout le travail que j'ai pu faire depuis la mort de Marx est dû au soleil et à l'aide qu'elle a apporté dans ma maison, où elle me fit l'honneur de venir vivre après la mort de Marx. Nous sommes les seuls à savoir ce qu'elle était pour Marx et sa famille, et les mots ne peuvent l'exprimer. De 1837 à 1891, elle a été l'aide et l'amie de nous tous. À la demande de Jenny Marx, elle est enterrée dans la tombe de la famille Marx. Quand Engels, à son tour, a senti qu'il allait mourir, il a demandé à ses exécuteurs testamentaires de dire à Éléonore, la plus jeune fille de Marx, la vérité au sujet de Friedrich de Muth, le fils d'Hélène de Muth. Il en avait assez de passer pour celui qui avait abandonné son enfant. Quand on est allé voir Éléonore pour lui dire la vérité, elle n'y a pas cru. Elle a dit que c'était un mensonge. Alors elle a couru chez Engels. C'était la veille de sa mort, il avait un cancer de la gorge, il ne pouvait plus parler. Alors il a écrit sur une ardoise.
Friedrich, fils de Karl Marx. C'est au cimetière d'Highgate, dans le nord de Londres, sur une colline surplombant l'immense ville. La pierre tombale porte cette inscription. Jenny von Westphalen, l'épouse chérie de Karl Marx, 12 février 1814, 2 décembre 1881. Karl Marx, 5 mai 1818, 14 mars 1883. Et Hélène Demuth, 1er janvier 1823, 4 novembre 1890. Merci beaucoup d'être venu. Je vais vous faire un rappel. Je vais vous chanter la chanson préférée de Karl Marx. Ça s'appelle The Miller of the Dee. C'est l'histoire d'un meunier qui vit au bord d'une rivière et qui est content. Pourquoi? Parce qu'il mange le pain qu'il fabrique lui-même et qu'il n'a pas de dette et qu'il a toujours un peu d'argent à donner aux pauvres. Et sa devise, c'est « Je ne me soucie de personne si personne ne se soucie de moi ». There was a jolly miller once lived on the river Dee. He walked and sang from morn till night, no lark more blithe than he. And with the burden of his song forever used to be. I care for nobody, nor not I, if nobody cares for me. Je vais vous faire un deuxième rappel. Mais celui-là vous est offert par les 4 personnages. Il y avait un jeu très populaire dans les années 1870 qui s'appelait Les Confessions, qui était l'ancêtre du questionnaire de Proust. Quelle est votre fleur préférée, votre couleur préférée, etc. Et les 3 filles de Marx ont fait ce questionnaire aux 4 personnages. Et on a leur réponse. La confession de Karl Marx. Quelle est votre devise? Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Quelle est votre couleur préférée? Le rouge. Quelle est votre occupation préférée? Traîner dans les livres. Quel est votre prénom préféré? Jenny. Quel est le secret du bonheur? C'est la lutte. La confession de Friedrich Engels. Quelle est votre idée du bonheur? Château Margaux 1848. Quelle est votre devise? Take it easy. La confession de Jenny Marx. Qu'est-ce que vous détestez le plus au monde? Les dettes. Quelle est votre maxime? Ça aurait pu être pire. Votre devise? Ne jamais désespérer. Quelle est votre idée du bonheur? C'est la santé. La confession d'Hélène Demuth. Quelle est votre idée du bonheur? Manger un repas que je n'aurais pas fabriqué moi-même. Quelle est votre héroïne dans la vie? Ma plus grande marmite. Quelle est votre occupation préférée? Bâtir des châteaux dans les airs. Qu'est-ce que vous préférez au monde? Les petits Marx. When we sway like a reed, I can hear the sound.